La Cité des Brasseurs, le podcast. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose de remonter le fil d'une histoire brassicole plus sinueuse qu'il n'y paraît, avec la brasserie de la Perle, où se mêlent rachat de brasserie, exil volontaire pendant la guerre, fermeture de l'établissement et bien sûr, renaissance brassicole. Trois familles ont présidé au destin de la brasserie Perle et doivent être gravées dès à présent dans votre esprit. Les Knöderer, les Höffel et les Kleinknecht. Trois familles et deux brasseries fondatrices, aujourd'hui disparues, la brasserie de la ville de Vienne et la brasserie de la Tête Noire. Pour y voir plus clair, arrêtons-nous un instant sur le vitrail qui ornait autrefois la brasserie Perle. Trois dates et deux blasons y figurent comme autant d'indices d'une enquête. En bas à gauche, la date de 1835, accompagnée du blason de la brasserie de la ville de Vienne, anciennement installée place d'Austerlitz à Strasbourg. En bas à droite, la date de 1694 et le blason de la brasserie de la Tête Noire, l'un des établissements les plus anciens de la ville. Et, dominant ces deux repères, la date de 1919, l'année où Charles Kleitknecht reprendra la brasserie Perle. Ainsi le décor est posé. Trois familles, deux brasseries mères, une aventure unique. Et nous pouvons entrer ensemble dans le détail de cette histoire. Le fondateur de la brasserie Perle s'appelle donc Pierre Höffel. Pierre Höffel ne fait pas partie d'une famille de brasseurs puisque chez les Höffel, on est davantage pasteur, comme son père Charles, ou médecin, homme politique, comme nombre de ses frères ou descendants. Plusieurs maires, sénateurs ou députés jalonnent d'ailleurs la généalogie familiale. Mais, vous le savez, en Alsace, au XIXe siècle, les grands brasseurs sont très majoritairement protestants, rien d'étonnant dès lors à ce que Pierre Höffel choisisse cette voie. Pierre Höffel naît donc en 1853 et, à 23 ans seulement, il rachète la brasserie à la ville de Vienne, alors propriété de la famille Knöderer. Nous sommes en 1876. La brasserie, installée depuis 1862 à Schiltigheim, possède également un cabaret, très en vue, sur la place d'Austerlitz à Strasbourg. 2 ans plus tard, comme cela se faisait souvent dans la profession, Pierre épouse l'une des filles du brasseur, Marguerite Mathilde Knöderer. À l'époque, on achetait une brasserie et on épousait soit la fille du brasseur, soit la veuve du brasseur. Sur le terrain acquis, Pierre Höffel fonde alors sa propre maison, Brauerei zur Perle, Pierre Höffel, d'abord avec un associé, puis seul, à partir de 1882. À côté de sa parcelle se trouvent les caves glaciaires de la brasserie de la Tête Noire, dont le restaurant débit se trouvait à Strasbourg. En 1882, Pierre rachète ce terrain, rase les constructions, y élève une malterie en 1890. Nous sommes au 69 route de Bischwiller, à Schittigheim, presque en face de la puissante brasserie Erhardt, brasserie du pêcheur. Pierre Höffel fait donc construire une brasserie moderne. La Perle fonctionne sur un modèle analogue aux 5 autres brasseries de Schittigheim, les 5 fantastiques, mais elle est beaucoup plus modeste. Elle a néanmoins bien évidemment une machine à glace de la manufacture Kiri, capable de produire 500 kg de glace par heure à l'époque, machine à glace absolument nécessaire pour brasser de la bière de fermentation basse. L'architecture du bâtiment est confiée à l'entreprise strasbourgeoise Théodore et Édouard Wagner, qui avaient déjà œuvré pour construire une autre brasserie, la brasserie de la Tête Noire. La boucle est ainsi bouclée. Le bâtiment, sobre et fonctionnel, porte l'enseigne Perle Bro, tout en haut, Pierre Höffel. Sur une photographie d'époque, on aperçoit d'ailleurs sur le balcon un couple qui pourrait bien être Pierre Höffel et son épouse Marguerite Mathilde. La brasserie Perle engrange rapidement les récompenses lors des expositions en raison de la qualité de ses bières. Médaille d'or de Bordeaux en 1895, médaille d'or premier prix à Strasbourg, diplôme d'honneur à Marseille en 1896. C'est à noter, Pierre Höffel s'est lancé dans l'aventure brassicole à un moment peu évident pour les brasseurs strasbourgeois, qui est celui de la défaite de Sedan et du rattachement de l'Alsace-Moselle à l'Empire allemand. Vous le savez, à ce moment-là, le marché français se ferme aux bières alsaciennes, qui se retrouvent taxées à partir de 1883.
Et les brasseries bavaroises affluent à Strasbourg pour distribuer leurs bières qui concurrencent les bières alsaciennes. Pourtant, la Perle semble plutôt bien résister. Avec à peu près 35 000 hectolitres de bière produits au début 1900, sa taille moyenne semble lui assurer une étonnante résilience, là où les grands noms, comme la brasserie Erhardt qui deviendra Pêcheur ou la brasserie Münsterbräu qui deviendra Adelshofen, souffrent davantage de la disparition du débouché qu'étaient les trains de la bière qui exportaient de la bière vers Paris. En 1914, la brasserie produit 2 bières, une lager et une export beer. Les affaires prospèrent. Pierre Ruffel sera d'ailleurs adjoint au maire de Schiltigheim. Quant au nom Perle, l'anecdote raconte que Pierre Ruffel l'avait trouvé en observant les fines bulles remontant dans son verre, telles des perles scintillantes. Après 1876 et 1890, une année charnière pour la brasserie Perle est l'année 1919. C'est l'entrée en scène d'un homme qui va métamorphoser la brasserie Perle. Il s'agit bien sûr de Charles Klanknecht. Né à Bar, fils de viticulteur, issu d'une vieille souche alsacienne, comme l'indique une brochure commerciale des années 60, Charles se passionne très tôt pour la brasserie. Il va multiplier les stages dans des maisons prestigieuses, chez Gruber à Königshofen, dans la brasserie Worms en Allemagne, à Maxéville en Meurthe-et-Moselle. Puis, il intègre l'école de brasserie de Nancy et devient ingénieur brasseur en 1902. Son parcours est déjà celui de l'excellence puisque les brasseries dans lesquelles il a fait ses stages, Worms, Heidelberg, Maxéville, sont des références absolues dans le monde brassicole de l'époque. Il devient donc directeur technique à la brasserie de l'Espérance, la brasserie de la dynastie des Hattes, où il va y rester pendant 15 ans. Il travaille donc à 500 mètres à vol d'oiseau de la brasserie Perle. Et il est fort à parier qu'il côtoyait dans ses fonctions à l'Espérance Pierre Ruffel, qui était à l'époque directeur de la brasserie Perle. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, Charles Knecht rachète donc la brasserie Perle à Pierre Ruffel. Il a 40 ans et une très solide expérience brassicole en poche, avec une vision stratégique du marché, de la bière et des différents acteurs. C'est à partir de cette date que la brasserie Perle va changer d'échelle. Dès 1920, Charles transforme l'image de la marque. Il dépose l'illustration de l'Alsacienne en coiffe traditionnelle, qui est dotée d'un collier de perles au cou qui rappelle le nom de la marque. Et cette Alsacienne va être plusieurs fois modernisée et deviendra indissociable de l'image de la perle Bock. En 1930, il se lance dans un chantier colossal, une nouvelle tour et salle de brassage, confiée à l'architecte Émile Wiedemann, architecte que vous connaissez, puisque c'est aussi lui qui a signé la cathédrale, c'est-à-dire la salle de brassage de la brasserie de l'Espérance. La tour Perle devient ainsi un emblème à Schiltigheim, mais également dans les publicités de la brasserie. La salle de brassage, qui est dotée de 6 chaudières, impressionne beaucoup pour l'époque avec sa technicité. Parallèlement, la signature de Charles Klanknecht, c'est bien sûr la publicité. Il crée un personnage digne de rivaliser avec le Fischer Männele de la brasserie Pêcheur. C'est le fameux Tintin, un jeune homme blond à la houppette, léchant la bière débordant d'une bouteille de bière Perle. Cette publicité deviendra iconique et est aujourd'hui extrêmement recherchée. Mais encore, il va imposer la marque Bière Perle sur les tickets de tramway de Strasbourg. Chaque voyageur tient donc à l'époque la perle dans sa main. Et il faut le dire, c'est un coup marketing assez visionnaire pour l'époque. La brasserie adopte donc officiellement le nom de CK Perle, qui sont les initiales du patron brasseur, CK Charles Klanknecht et CK Perle, donc collés au nom historique de la brasserie. Charles a une fille, Frédéric, qui deviendra en 1929 la première ingénieure brasseur de France, une véritable pionnière. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans un futur podcast. Visionnaire, Charles Klanknecht expose en 1933, dans l'ouvrage L'Alsace depuis son retour à la France, sa philosophie sur la brasserie alsacienne. La bière Blonde d'Or de Strasbourg est une création locale qu'il importe de maintenir, et l'ambition de nos brasseurs doit tendre vers une finesse de plus en plus grande tout en conservant le type
originale. On voit avec cette analyse de Charles en 1933 qu'il a une véritable vision de ce que doit être la bière d'Alsace de l'époque et que la définition qu'il donne de la fameuse bière de Strasbourg est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. Une analyse extrêmement moderne des choses. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la brasserie atteint le sommet avec la barre des 300 000 hectolitres brassés. En 40 ans, la brasserie a donc multiplié par 10 son volume de production. La brasserie Perle rivalise avec la brasserie Fischer et la brasserie Adelshofen et dépasse même sa voisine, la brasserie Schützenberger. Lorsque l'Alsace est évacuée et germanisée, Charles Kleinknecht, son épouse et leur fille quittent volontairement la région. La banque de Dresde, très impliquée dans le secteur brassicole, supervise alors les destinées de la brasserie. Un temps, la brasserie berlinoise Schultheiss semble intéressée par un rachat qui n'aura finalement pas lieu dans ce contexte très compliqué de spoliation et d'exploitation des entreprises alsaciennes par l'occupant allemand. L'activité est sans surprise, vous le savez, fortement impactée, puisque tout ce qui est nécessaire pour produire et vendre de la bière est perturbé. L'approvisionnement en matières premières, la main-d'œuvre, le transport et la communication, et bien sûr les débits de bière et la restauration. En 1940, une seule bière est produite, c'est une bière assez médiocre, avec une teneur en mou initiale réduite. Les bières dites spéciales sont interdites, et les brasseries font face à un enrôlement massif dans la Wehrmacht, qui engendre des pénuries de main-d'œuvre, et une partie de ces personnels est envoyée dans l'industrie d'armement. En 1942, deux nouvelles marques sont néanmoins déposées, la Strasburger Perle et la Elsass Perle. Il s'agit ici de deux dénominations assez atypiques pour l'époque, surtout pour la Elsass Perle, et l'hypothèse qu'on peut faire a posteriori aujourd'hui est que la dénomination Perle était assez courante dans les brasseries allemandes, et donc en déposant cette marque Elsass Perle, il s'agissait de se distinguer entre la perle alsacienne, entre guillemets, et les brasseries allemandes qui pouvaient à l'époque utiliser également la dénomination Perle. Les brasseries fonctionnent donc à l'heure du national-socialisme, on l'a vu dans les autres podcasts, avec la mise en place du Kraft Durchfreunde dans les entreprises et du Deutsche Arbeitsfront qui vont remplacer les syndicats dissous. À la Libération, les Kleinknecht retrouvent leur outil de travail, qui n'est pas détruit. Et c'est important de le signaler, car la brasserie Perle se trouve à côté de l'usine Kiri et en face de la brasserie Fischer, qui a été gravement bombardée le 7 août 1944. Et vous le savez, les bombes qui sont tombées sur la brasserie Fischer étaient en réalité destinées à l'usine Kiri, située juste en face, puisque l'usine Kiri travaillait pour l'occupant et que les plans avaient été donnés aux Anglais et aux Américains par le brasseur de l'Espérance, René Hatt. Rapidement, la brasserie Perle peut donc reprendre vers 1946-1947 un rythme de croisière et regagner les volumes de production d'avant-guerre. En 1951, Pierre Pflimlin, qui est alors ministre de l'Agriculture, remet la Légion d'honneur à Charles Kleinknecht, une forme de consécration pour Charles, eu égard à son engagement brassicole historique. En 1955, Charles Kleinknecht décède. La brasserie devient une société anonyme et elle est alors dirigée par sa fille, Frédéric Dirichette, son époux, Daniel Ham, et un des gendres de Charles, Jean-Jacques Grimm. La gamme de bières produite est assez vaste, puisqu'on brasse à l'époque une Hopfenperle, qui est une bière brune, Hopfen pour la traduction houblon en français, une Perle Europe, une Perle Export, et puis également une Perle Gold, c'est-à-dire une bière super luxe, une bière qu'on dirait aujourd'hui prévue pour le marché CSP+, une bière Gold où on rajoutait souvent du sucre, notamment comme la Fischer Gold brasserie chez Pêcheur. La canette de bière Perle est produite à partir de la fin des années 1950. À l'époque, Perle n'est pas seulement une brasserie, c'est aussi un grand limonadier. En 1968, il produit ainsi 60 000 hectolitres de limonade,
Plus que l'Espérance, par exemple, et pas très loin de la brasserie Mutzig, qui était un mastodonte de la limonade. Ces sodas figurent d'ailleurs parmi les plus populaires d'Alsace. On rappelle que les brasseurs, à l'époque, réutilisaient la carbonatation issue de la fermentation de la bière pour produire des boissons gazeuses. Perle est donc un des meilleurs producteurs de limonade de l'époque, avec une gamme complète. La Perlette, qui est une limonade, le Perle aux fruits, un soda goût orange ou citron, la Perlita, un panaché, voilà, une très belle gamme de limonade pour les enfants. On est donc à la fin des années 60. La brasserie Perle l'ignore encore, mais le paysage brassicole alsacien va bientôt être totalement bouleversé par un événement, la naissance de l'Albra. Au milieu des années 60, le monde brassicole alsacien et plus globalement français entre dans une zone de forte turbulence. Les brasseurs, souvent familiaux, voient se dresser face à eux des géants français et européens de la bière, géants puissamment capitalisés, capables finalement d'écraser le marché, notamment par les coûts et la réduction de ceux-ci. Le dilemme est alors brutal et, pour reprendre l'expression de l'historien Nicolas Strauskopf, les brasseurs doivent croître ou disparaître. Mais croître, à cette époque, suppose des investissements colossaux. Il faut augmenter les capacités de brassage, moderniser les installations, dynamiser les réseaux de distribution, rationaliser également ceux-ci. Tous les brasseurs n'ont ni les moyens, ni les capacités, ni parfois d'ailleurs les sites géographiques qui permettent cette extension, cette croissance. Dans le même temps, la brasserie Cronenbourg franchit un cap décisif et elle brasse désormais plusieurs millions d'hectolitres de bière par an et intègre d'ailleurs le groupe BSN, futur géant de l'agroalimentaire. Les brasseries Freiss et Prieur de Strasbourg, quant à elles, rejoignent la SEB, la Société européenne de brasserie, dont le navire amiral est la brasserie de Champignelles en Meurthe-et-Moselle. Dans ce contexte, une conviction va donc s'imposer dans le milieu brassicole. Il faut atteindre une taille moyenne par la fusion qui permettrait d'éviter la disparition, selon le principe ensemble, on est plus fort. C'est ainsi qu'en 1969, la brasserie Perle fusionne avec les brasseries de l'Espérance, Mutzig, la brasserie de Colmar et la brasserie Hague d'Ingwiller pour donner naissance à l'Albra, l'Alsacienne de brasserie. Le nouvel ensemble est plutôt prometteur sur le papier puisqu'il dépasse le million d'hectolitres de bière brassée, il représente 30% de la production alsacienne de bière et il emploie 1400 salariés. Une taille donc jugée sans doute suffisante pour ne pas risquer d'être avalée par un concurrent. Au moment de la création de l'Albra, Perle produit 242 000 hectolitres de bière. Elle est donc l'avant-dernière plus petite brasserie du groupe, derrière l'Espérance et Mutzig, mais devant Colmar et Ingwiller. Elle est finalement au milieu de l'Albra. Les deux gendres de Charles Klaknecht, messieurs Ham et Grimm, deviennent vice-présidents de l'Albra. Au-delà de la marque de bière Perle, un des atouts phares de la brasserie réside surtout dans le fameux réseau de distribution de la brasserie Perle, réseau particulièrement ancré et dynamique dans le sud-est, et notamment à Marseille, grâce à un agent général, M. Rivello, qui va diriger l'entrepôt de Marseille et qui est une place forte pour la brasserie Perle. Mais la gouvernance de l'Albra ne fonctionne pas, on va rapidement le constater. Il y a un défaut de leadership, dû fait à l'émiettement des différentes hiérarchies de brasserie. Il y a une absence de convergence sur la stratégie commerciale. Il y a des cultures d'entreprise qui sont éloignées entre les quatre brasseries, entre les brasseries très citadines, on va dire, de Schittigheim et puis les autres. On a des doublons de structure, on a des services qui ne sont pas toujours suffisamment rationalisés. Et puis, il faut également le dire, ces brasseries sont sur le même segment de marché. Elles vendent toutes peu ou prou le même produit, de la bière alsacienne, à peu près au même coût. Et donc, les marques de bière se concurrencent entre elles au sein même de l'Albra. Tous les ingrédients sont donc réunis pour aller vers une forme d'échec commercial et industriel de cette structure.
Et la première à en subir les conséquences de cette absence de leadership et de ce dysfonctionnement, c'est bien sûr la Perle. À cette époque, Perle est réputée comme étant la brasserie la moins rentable des 4 brasseries du groupe, à tort ou à raison, avec, une productivité, 30 inférieure à celle de l'Espérance. Le site de production et c'est a priori quand même aujourd'hui, plutôt, ça qui est, le couperet. Le site de production de Perle est voisin de celui de l'Espérance. Mais il est plus enclavé et il n'offre pas les capacités d'agrandissement de ce dernier. Il faut également le dire, hein, au sein de l'Albra, c'est l'Espérance qui dirige, hein, le bateau amiral. Donc, nécessairement, la brasserie Perle va pâtir de cette situation. Messieurs Ham et Grimm, les 2 gendres de Charles Quincknecht, quittent donc leurs fonctions suite à la mésentente entre patrons brasseurs. Le 30 mai 1971, le couperet tombe, la brasserie Perle ferme. Une fermeture en douceur, si l'on peut dire ainsi, puisque l'ensemble du personnel est repris dans les autres brasseries de l'Albra. Et au-delà de la fermeture du site, c'est par contre un morceau d'histoire qui va disparaître. La brasserie cesse définitivement son activité entre 1971 et 1972 et les bâtiments de la brasserie sont démolis dans le courant des années 80, dans une d'ailleurs relative indifférence. Et puis vient le temps de la Renaissance. En 2009, l'histoire de Perle reprend vie grâce à Christian Hartzner, qui est l'arrière-arrière-petit-fils de Pierre Euffel. Brasseur de métier, il va relancer la marque après une première période de brassage dit à façon. En 2015, il installe sa brasserie à La Méno, quartier de Strasbourg, avec une production d'environ 1000 hectolitres par an. Fidèle à l'héritage familial, Christian Hartzner propose un produit de grande qualité, au point que le succès de sa bière, la Perle, l'oblige en 2023 à franchir une nouvelle étape et à s'installer alors à Cronenbourg, dans une toute nouvelle brasserie. Le bâtiment est magnifique et il allie parfaitement l'activité de brassage et le débit de bière grâce à sa Bierstube ou à son brewpub, comme on dit dans la France de l'intérieur. C'est un bâtiment qui est très intéressant à voir car Christian Hartzner n'a pas sacrifié les codes esthétiques de l'architecture à une vision purement utilitariste du site de production. Avec ses grandes perles en façade, son ancienne lumineuse rouge vive et ses belles lignes, le bâtiment de la Perle rappelle que les brasseurs alsaciens consacraient beaucoup d'attention et beaucoup de soin à l'esthétique de leur lieu de production. C'est aussi un lieu qui marque finalement un juste retour du balancier de l'histoire en matière brassicole. Cette brasserie ressemble, dans son esprit, à celle qu'exploitait son arrière-arrière-grand-père en 1890. En effet, aujourd'hui, Christian Hartzner brasse environ 6000 hectolitres de bière, un volume qui correspond sans doute à ce que produisait Pierre Hoffel à son époque. L'approche de Christian est artisanale et traditionnelle, et si certaines incursions sont faites dans l'univers de la craft beer, la Perle se tient volontairement quand même à distance des extravagances des beer kicks et choisit de rester fidèle à une certaine idée de la bière alsacienne. Et lorsqu'on relit les mots de Charles Quincknecht en 1933, la bière Blonde d'Or de Strasbourg est une création locale qu'il importe de maintenir, on comprend que Christian Hartzner, à sa manière, honore le serment tacite de ses prédécesseurs.